Bonjour, je m'appelle Omar Youssef Suleiman, je suis écrivain franco-syrien, je suis journaliste. J'ai écrit ce livre qui s'appelle Les complices du mal. Ça fait combien de temps que tu es en croisade contre la France insoumise? Tu vois, Rima Hassan, elle incarne cette manipulation, elle incarne cette complicité toxique entre la gauche radicale et les islamistes. La déclaration de Mélenchon du jour de 7 octobre, quand il a considéré le massacre du Hamas comme une réaction contre la violence, moi j'ai dit que c'est insupportable, il faut que je fasse quelque chose. Et depuis, je suis tout ce qu'ils font. J'allais dans leurs manifestations. Ce qui m'a tellement aidé, c'est justement mon origine arabe. Ce qui me choque encore plus, quand on critique les islamistes ici, on nous accuse d'être récupérés par l'extrême droite. Mais quelle extrême droite? Moi, je défends de la gauche, j'étais toujours de gauche. Rima Hassan, elle est française. Il y a peu d'équivalent à son personnage en Europe. Il n'y a pas de Rima Hassan en Espagne, en Grèce, etc. Comment ça se fait qu'en France, c'est possible et pas dans les autres pays d'Europe? À la suite de chaque attentat ou chaque agression islamique en France, il se trouve qu'il y a des musulmans qui étaient attaqués énormément. Rien n'est pire pour les musulmans en France comme les islamistes. Et rien n'est pire pour les juifs en France comme les islamistes. Bonjour, je m'appelle Omar Youssef Suleiman, je suis écrivain franco-syrien, je suis journaliste aussi. J'ai écrit ce livre qui s'appelle Les complices du mal. Très belle présentation, Omar Youssef. Je suis très heureuse de te recevoir dans Conversation avant la fin du monde. Comme tu viens de le dire, tu es poète, journaliste, écrivain, homme de lettres et de pensée, si je puis dire. Tu as écrit donc ce livre, Les complices du mal. C'est la raison pour laquelle je t'ai invité. J'ai lu ce livre de bout en bout. C'est une enquête exceptionnelle sur effectivement ta vision des choses en tant que Syrien, né à Damas, né en Syrie. Dans ce podcast, tu vas raconter ton parcours, là où tu as grandi, qu'est-ce qui t'a amené en France et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre forcément. Mais d'abord, Les complices du mal, d'abord ce titre quand même qui est assez explicite, et puis cette photo, on va en parler évidemment, mais Les complices du mal, on va d'abord définir qu'est-ce que ce mal dont tu parles et qui sont ses complices. Effectivement, moi je parle d'abord des députés et des élus de la France insoumise qui n'ont pas arrêté de manifester ou d'organiser même des manifestations en collaboration avec des associations palestiniennes radicales, islamistes, antisémites, sans réserve, qui saluaient sans cesse l'opération militaire de Hamas de 7 octobre, le massacre de Hamas. Et pour moi, c'était toujours choquant. Donc, vu qu'ils travaillent ensemble, c'est pas seulement qu'ils manifestent ensemble. Je trouve que c'est tellement mal vu. Ils adoptent un discours victimaire et manipulateur. Et c'est de ça, en fait, de ce sujet, j'ai trouvé le titre. Ils sont vraiment complices du mal. Donc les complices du mal, et cette photo qui est très explicite, voire même audacieuse, hein. Il fallait effectivement mettre cette photo sur ton livre. Le livre est un peu corné, je m'en excuse parce que il a voyagé un petit peu. Mais en tout cas, cette photo, pourquoi avoir choisi cette photo avec effectivement ce personnage au centre qui parle de lui-même? Tu vois, Rima Hassan, elle incarne cette manipulation, elle incarne cette complicité toxique entre la gauche radicale et les islamistes. Rima Hassan, elle vient de la Syrie, comme moi. Moi aussi, je viens de la Syrie. Je connais le quartier d'où elle est venue, s'appelle Nirab, à côté d'Alep. Un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Voilà, il s'appelle un camp, mais c'est pas un camp. Il s'agit vraiment d'une commune. Il s'appelle Nirab. Ça veut dire parce que quand on dit camp, on imagine des tentes. Non, il y a vraiment des bâtiments, des habitants, etc. Eh bien, justement, il y a quasiment des Palestiniens à Nirab. Et Nirab, c'est le plus petit camp, le plus petit quartier des Palestiniens en Syrie. Et donc, elle arrive en France. Elle n'a jamais, en fait, condamné le régime de Bachar al-Assad. Même dans le livre, j'ai la preuve qu'elle a soutenu le régime de Bachar al-Assad. Selon un témoignage très, très fort, tu vois, d'un de ses entourages, parce que je me suis enquêté pendant des mois sur elle, et de la part des Syriens et des Français. Et ce qui m'a aussi choqué, c'est qu'elle n'a pas seulement condamné le régime à cause de ses crimes contre des Syriens, mais aussi des Palestiniens. Parce que tu vois, il y a 98 Palestiniens vivant en Irak qui étaient arrêtés par le régime de Bachar al-Assad. Rima Hassan n'a rien dit pour les soutenir.
Et en même temps, elle n'arrête pas de répéter qu'elle soutenait ou qu'elle soutienne les Palestiniens à Gaza, ce qui est légitime. On soutient les victimes, on les soutient. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir un double standard. Tu vois. Et il ne faut pas non plus profiter de la souffrance des Palestiniens pour des raisons politiques, ce qu'Rima Hassan a fait. Elle fait toujours. La deuxième chose qui m'a tellement aussi choqué, c'est qu'elle n'a jamais reconnu la France. Quand je dis n'a pas reconnu la France, ça ne veut pas dire qu'elle va sortir tous les jours dans la rue, elle dit merci la France, ou qu'elle doit être nationaliste. Non, au moins, il ne faut pas qu'elle ait cette haine envers la France. Elle déteste la France, elle déteste notre pays. Et contrairement aux pas mal des Syriens ou des réfugiés comme moi qui sont arrivés en France, que la France a sauvé notre peau, grâce à la France, on a trouvé notre liberté d'expression. Donc la reconnaissance ne fait pas de honte, au contraire. Moi, j'appartiens à cette France universaliste en tant que Français d'origine syrienne, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'on appartient il faut diffuser un discours communitariste, tu vois. Encore, la troisième chose qui est grave, c'est que sa collaboration, très claire pour moi, après avoir s'enquêté pendant des mois sur elle, dans ces manifestations avec des associations islamistes. Et là, je tiens à préciser une chose très importante. Quand je dis que Rima Hassan collabore avec des islamistes, ça ne veut pas dire, elle, qu'elle est croyante ou pratiquante ou même fanatique. Ça, je m'en fiche complètement. Ce n'est pas d'ailleurs le sujet du livre. Je m'en fiche des musulmans ou des chrétiens qui pratiquent leur religion. Moi, je parle d'un projet communautaire, un projet islamique radical. Donc, quand j'ai vu que son garde-corps, par exemple, qu'il est aussi un militant dans une association, l'association Urgence Palestine, qui est antisémite, sans réserve, quand j'ai vu qu'elle a intégré un verset coranique djihadiste dans un projet artistique, et quand j'ai vu qu'elle a soutenu tellement de fois les manifestants, les jeunes à Sciences Po, je trouvais que c'était affreux quand même. C'est-à-dire, ce qu'elle fait, ça n'a rien à voir avec la cause qu'elle défend. Et surtout, quand elle est allée en Algérie, quand elle a dit aussi que l'Alger c'est la Mecque de la liberté. Quelques mois plus tard... La liberté d'expression. La liberté d'expression, justement. Moi, d'ailleurs, la Mecque et la liberté d'expression, je trouve que c'est tellement kafkaïen, quoi. Tu vois, c'est ridicule. Mais quelques mois plus tard, Algérie a emprisonné un écrivain franco-algérien qui s'appelle Boualem Sansal, un grand écrivain, un romancier. Peu importe la raison, c'est atroce, c'est injuste. Et Rima Hassan a refusé de condamner cet emprisonnement. Donc, quelle liberté d'expression? Tu vois la contradiction. Et je pense qu'il y a un jeu là-dedans. C'est-à-dire, elle joue la victime en disant, elle joue l'exilée. D'ailleurs, elle n'a jamais été exilée. Rima Hassan, elle est arrivée en France, elle est française, elle n'est jamais allée en Palestine, fantasmée dans son esprit. Et ce discours victimaire a commencé avant le 7 octobre, quand elle a dit au nom de quoi je ne peux pas aller dans le village de mes grands-parents en Palestine, etc. Ce qui est faux. Elle pouvait aller avec son passeport français. Mais elle insiste à représenter la France comme le pays colonialiste et l'Algérie, c'est la victime. D'ailleurs, elle a fait la comparaison entre les deux. Elle a dit que la France, enfin, ce qu'Israël fait en Palestine, c'est ce que la France a fait en Algérie. Ça, c'est très grave ce qu'elle fait. C'est qu'ainsi, elle manipule les jeunes en les culpabilisant avec une mémoire colonialiste liée à l'histoire française pour imposer son propre projet politique. Je pense que c'est pour ça qu'elle incarne le mal, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle tu l'as mise effectivement en couverture. Rima Hassan, on va y revenir un peu plus tard dans le podcast. Mais d'abord, la France Insoumise, puisqu'elle est députée européenne, la France Insoumise. On va parler de la France Insoumise, qui tu dénonces évidemment dans ce livre. Avant la sortie du livre, la France Insoumise a envoyé une mise en demeure à ta maison d'édition qui est Plomb, pour recevoir le livre en avance, avant sa sortie, pour vérifier certaines choses. Comment ça s'est passé? Comment tu as réagi? Comment aujourd'hui, 2 semaines après la sortie du livre, ça se passe avec eux? En fait, c'est arrivé il y a un mois à peu près. Le 11 septembre, on a reçu une lettre de la part de la France Insoumise. Mon attaché de presse m'a appelé tôt le matin. Elle avait une voix fatiguée. Et quand elle m'a dit ça, en fait, la lettre était très grave. C'est-à-dire, ils nous ont mis la pression. Il y avait une menace judiciaire et on devait envoyer un exemplaire dans 24 heures. Moi, tout de suite, cette nouvelle m'a renvoyé en Syrie. Tu sais, Julia, en Syrie, que chaque fois quand j'ai publié une enquête ou un article, c'était déjà prévu pour moi que la police, ou ce que l'on appelle là-bas, mukhabarat, ça veut dire les services de renseignement, allaient m'appeler
pour m'interpeller. Une fois, j'ai fait une enquête sur la corruption à l'université de Homs. Homs, c'est une ville au centre de la Syrie où je faisais mes études. Juste 2 jours après, on reçoit une lettre, enfin un petit papier, où il y a juste le nom de centre de service de renseignement, on doit visiter, et l'heure. On ne sait pas c'est de la part de qui. On ne sait pas si on va sortir vivant ou pas. On ne sait pas d'ailleurs de quoi on est accusé. Tu vois. Donc, je suis allé. Là, je te raconte un seul événement qui était répété plein de fois. Et là, il y a les menaces, les frappes, les harcèlements, les intimidations. Pourquoi tu écris ça? Tu es qui? C'est-à-dire, on n'a jamais été traité en tant que citoyen en Syrie. On était traité comme des animaux. Tu vois. C'est ça ce que le régime fasciste de Bachar al-Assad faisait avec nous. Zéro liberté d'expression. Donc, recevoir cette lettre, moi, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fui la Syrie. C'est pour ça que j'ai fui les persécutions du régime de Bachar al-Assad. Pour vivre librement dans la patrie des droits de l'homme qui s'appelle la France. Et là, 13 ans plus tard, je tombe sur des politiques, comme la France insoumise, qui voudraient me faire taire. Alors, après avoir reçu cette lettre, bien sûr, pour moi, ce n'était pas question d'envoyer le livre, ni pour l'éditeur de Plan, Jean-Luc Barré. Quelques jours plus tard, ils ont fait une action judiciaire, c'est-à-dire qu'ils sont allés au tribunal à travers leur avocat. Et le dossier, ils ont fait un dossier costaud, tu vois. Ils ont révisé tout ce que j'avais dit ces dernières années ils ont tout fait pour obtenir le livre avant sa parution. Eh bien, notre avocat, l'avocat du Plan, il y avait un procès 2 jours après et la justice a dit son mot. Elle a dit que non, la France insoumise n'a pas le droit d'avoir un exemplaire avant la parution du livre. Pour la France insoumise, c'est que les accusations dans le livre sont très graves, ils sont fausses. Ce que d'ailleurs plusieurs députés ont déclaré dans le média. Et du coup, ils ont dit que c'est très grave et c'est faux. Donc s'ils n'ont pas lu le livre, comment ils savaient que c'était faux? Comment ils savaient que c'était grave, tu vois? Et donc, Manuel Bompard, il a répondu. Il était invité à une chaîne de télé. Il a dit qu'ils ont demandé un exemplaire du livre, c'est pas pour censurer le livre, mais pour se préparer pour une action judiciaire, pour porter plainte de diffamation. Mais comment ils savaient qu'il y a de diffamation avant même de lire le livre? D'ailleurs, aujourd'hui, on est quoi? On est le 15 octobre. Enfin, c'est la date de l'enregistrement de cette mission. Donc ça veut dire que le livre est sorti à peu près il y a 2 semaines. Toujours pas de plainte. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il s'est passé des choses après la sortie du livre? Zéro. Est-ce qu'il y a eu des plaintes en diffamation? Est-ce qu'ils ont trouvé des choses dans le livre, puisqu'ils peuvent se le procurer dans le commerce? Non. Moi, j'aurais bien aimé. C'est-à-dire, j'aime pas qu'on porte plainte contre moi. Je veux dire, moi, je défends l'état de droit. C'est-à-dire, s'ils voient au moins d'une seule information de diffamation, ils ont tous les droits de porter plainte et j'ai tous les droits de me défendre. Et c'est la justice qui va décider ça. Mais la France insoumise ne reconnaît pas la justice, ne reconnaît pas la liberté d'expression, ne reconnaît pas la liberté de la presse, ne connaissent que la violence, l'exagression, la vulgarité et l'intimidation. Ça fait combien de temps que tu es en croisade contre la France insoumise? Est-ce que ça fait plusieurs années? Et quelle relation tu as avec eux? Est-ce que tu as déjà eu des interactions avec eux dans la vraie vie? Comment ça se passe avec eux? Ça fait depuis, plus précisément, les élections de 2022. C'était la première année où j'ai voté, de toute ma vie d'ailleurs, parce que quelques mois avant les élections présidentielles de 2022, j'ai obtenu la nationalité française. Et là, j'ai commencé à suivre qui soutenait Mélenchon. Parce que tu sais, auparavant, j'habitais dans la banlieue parisienne. Et il y avait pas mal des imams que je croisais à l'époque qui m'ont parlé en tant que migrant arabe, syrien, etc. Parce que l'arabe, c'est ma langue maternelle, tu vois. Donc, je discutais en arabe, parfois en français. D'ailleurs, moi, je savais en France, je ne parlais pas le français, tu vois. Et donc, c'est en 2012 quand même. Et donc, à l'époque, je parlais pas bien le français. Et en fait, j'ai tenté cette admiration de la part de ces imams envers Mélenchon. C'était depuis 2017. Alors, 2022, c'était encore beaucoup plus fort. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire sur cette complicité. Et pourquoi, pour quelles raisons. Et puis, on a vu, en fait, j'ai vu les chiffres, les communes où majoritairement des habitants, pas majoritairement, mais il y a une bonne communauté musulmane, à quel point les votes pour la Mélenchon étaient forts. Et Mélenchon lui manquait environ 420 000 votes en 2022 pour arriver au 2e tour. Donc, il compte depuis sur les musulmans pour gagner, enfin, lors des élections suivantes. Mais ce qu'il a vraiment déclenché finalement, bien sûr, j'ai écrit des dizaines d'articles à l'époque sur les filles et ses alliés et les islamistes. Le 7 octobre, c'était
plus précisément la déclaration de Mélenchon le jour de 7 octobre, quand il a considéré le massacre du Hamas comme une réaction contre la violence. Moi, j'ai dit que c'est insupportable, il faut que je fasse quelque chose. Et depuis, je suis tout ce qu'ils font. J'allais dans leurs manifestations, je discutais avec eux ou avec leurs alliés en faisant semblant d'être aussi comme eux. Ce qui m'a tellement aidé, c'est justement mon origine arabe, quoi. D'ailleurs, on va revenir sur ton parcours. Tu es né à Damas, en Syrie. Tu y vis combien de temps et à quel âge tu arrives en France? Je suis arrivé en France, j'avais 25 ans. En fait, c'était un an après le début de la révolution syrienne, venant une guerre civile, malheureusement. J'ai participé à cette révolution, c'était le mois de mars 2011, qui faisait partie du printemps arabe. À l'époque, on rêvait, parce qu'en fait, comme des milliers de jeunes en Syrie, on disait, alors si ces révolutions ont réussi en Égypte, en Tunisie, en Libye, pourquoi pas nous? Parce que nous, on le mérite. Nous, on vit chez un régime, une dictature la plus atroce du XXe siècle, au XXIe siècle. Hafez Assad, le père de Bachar al-Assad, l'ancien président, a dirigé la Syrie. En fait, cette famille dirige la Syrie depuis l'année 1970. C'est énorme, tu vois. Et du coup, on était comme des... En fait, il y a une phrase d'un écrivain américain que j'aime bien. Il dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nous, on ne savait pas que c'était impossible. On était des jeunes rêveurs. Donc, parce que manifester en Syrie contre le pouvoir saoudien, c'est une action tellement suicidaire. On pouvait être tué à n'importe quel moment. Ce qui est arrivé, tous mes amis, ils étaient tués ou emprisonnés. Autrement dit, tués, c'est-à-dire soit tués directement, emprisonnés, ils ont disparu, ou ils sont partis. Alors, le plus grave, le plus surréaliste aussi de cette révolution, c'est que les islamistes, venant de l'Irak, de la Turquie, de l'Arabie saoudite, ont commencé à être infiltrés dans ces manifestations pacifiques, à islamiser l'ambiance. Or, le début ou la base de cette manifestation, c'est d'avoir un état de droit, la citoyenneté, la démocratie, la laïcité. C'est ça, en fait, c'était ça notre projet. Et la justice, quand même. Et les islamistes, ils avaient leur propre agenda. Donc, on était entre la peste et le choléra. C'est-à-dire, on était entre les islamistes et le régime de Bachar al-Assad. Et eux, ils savaient très bien comment ils se battre. Ils sont très bien organisés. Et au contraire, le régime de Bachar al-Assad adorait d'avoir des islamistes en Syrie pour montrer aux Occidentaux, en disant, mais regardez, moi, je bats des terroristes. Il n'y a pas de démocrates en Syrie. Nous, on était massacrés par le régime et il était vraiment doux avec les islamistes, jusqu'à l'intervention des Russes en 2015. Donc, nous, on était vraiment on n'était pas aidés, on était mal organisés. Et un an plus tard, je me suis trouvé seul. J'ai vécu clandestinement pendant des mois, 3 mois à peu près, 3 mois et demi à Damas. J'étais caché. Et finalement, une fois que j'avais un de mes meilleurs amis qui était arrêté, et je savais qu'il n'y avait plus de choix en fait. Je devais sortir. Alors, du jour au lendemain, j'ai fui en Jordanie. Je n'ai même pas pris mes affaires. Je n'ai dit à personne que j'allais. Parce que pour moi, tu vois, comme beaucoup de réfugiés, en fait, sortir, ça veut dire qu'on va revenir. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour que je serai en France, en Europe, pendant toutes ces années, je serais en train de parler en français, quand même, c'est bizarre. Mais les choses changent quand on quitte son territoire du jour au lendemain. Donc en Jordanie, je suis resté dans un camp pour les réfugiés pendant une période. Et puis je sors, je vais à la capitale, la Jordanie, Amman. Et là-bas, j'ai un problème avec la police jordanienne. Tu vois, les polices au Moyen-Orient, ils sont tous pareils. Ils nous arrêtent, ils nous torturent, ils nous emprisonnent, ils nous traitent très mal, puis ils disent nous sommes désolés, c'était une erreur. Une fois libéré, quand c'était cette erreur, je me suis dit que jamais je reste en Jordanie. Je vais sortir n'importe où. Tu vois, j'ai bafoué le régime d'Assad pour être torturé ici quand même, et humilié. Eh bien, j'ai pensé à la France, parce que la France, pour moi, c'était le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression. Surtout le pays qui protège les journalistes. Parce qu'ici, à Paris, par exemple, on a Reporters sans frontières, ça n'existe pas ailleurs, tu vois. Et surtout que la France, c'est le pays de la littérature, le pays de la poésie. C'est quand j'étais ado, j'ai lu Paul Éluard, j'ai lu Aragon, Albert Camus, tout ça c'est traduit en arabe. Hein. Eh bien, j'avais vraiment de la chance que j'ai pris un rendez-vous avec l'ambassade française. Et le lendemain, j'étais à Paris. Je n'ai pas souffert d'un trajet dur, etc. Et où était ta famille et tes amis, etc., avec qui tu manifestais à Damas? Eux, comment ils ont
Alors, j'ai dit à ma famille bien plus tard que j'étais en France. Elles sont restées en Syrie, elles n'étaient pas recherchées. Mes amis, ceux qui n'ont pas disparu pendant la guerre, enfin, ils sont sortis soit avant, soit après moi. Mais la plupart sont sortis avant, en fait. J'avais un seul ami qui est resté à Damas. Quelques mois plus tard, après moi, il est sorti, il est allé à Beyrouth, au Liban. Ok. Mais tous les restes, voilà, ils ont quitté le pays. Ceux qui n'étaient pas tués, en fait, au fil du temps, personne n'est resté en Syrie, tu vois, de mes amis. Et, en fait, j'arrive en France, bien sûr, j'ai pas trouvé en fait ce que je cherchais au début. C'est-à-dire ce fantasme, ce cliché, faire la littérature ou les Loire, ou la douceur, ou le cinéma, ou le théâtre. C'est ça l'image de la France au Moyen-Orient. Vraiment, on est très heureux, très élégant, très sympa, très sensible. Euh, alors, la première chose que j'ai trouvée, c'était pas Paul et Loire, c'était RERB, par exemple. Tu vois. Ouais. Le Pôle emploi, les papiers administratifs. Les premiers mots que j'ai appris de la langue française, qui est tellement connue comme la langue la plus élégante du monde, au Moyen-Orient, c'était des mots comme putain, fais chier, j'en ai marre, général, on adore râler à Paris. J'ai passé une période vraiment très difficile, les premières 2 années, ici à Paris. Mais plus tard, j'ai redécouvert la France que j'ai rêvé en tant que Français. C'était le Blue Ball, tu vois. Et je termine avec parce que tu m'avais dit, enfin, sur la révolution syrienne, tu vois, tous les principes de la révolution syrienne, la citoyenneté, l'égalité, les droits de l'homme, sont des principes de gauche, n'est-ce pas? Eh bien, quand on critique l'islam, qui a détruit cette révolution, parce que l'islam politique, bien sûr, pas l'islam en tant que religion, moi, ça me choque toujours d'associer la gauche avec les islamistes en France. Parce que là-bas, il y a un conflit éternel entre les deux depuis toujours. Il me choque encore plus quand on critique les islamistes ici et on nous dit, on nous accuse d'être récupérés par l'extrême droite. Mais quelle extrême droite? Moi, je défends de la gauche, j'étais toujours de gauche, tu vois. C'est-à-dire, je pense que de se battre contre, ou faire un combat contre la France insoumise ou contre les islamistes, c'est pour et pas contre la gauche. Quand tu étais en Syrie, tu as grandi dans quel genre de cadre socio-culturel? Comment ça se passait en famille? Tu vivais dans quel quartier de Damas? Comment ça se passait? En fait, durant mon enfance, mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans. Mon grand frère et moi, on a grandi chez mes grands-parents paternels pendant 8 ans. Eh bien, la famille de mon père, c'est une famille conservatrice, c'est-à-dire dès notre enfance, on était obligé d'apprendre le Coran, une page par jour, puis on la reprend plusieurs fois. Lorsqu'on apprend le Coran, qu'il s'agit de 604 pages par cœur. On était aussi obligé d'apprendre le hadith, ça veut dire la parole de Mohammed, aussi par cœur. Pas tout, hein, parce que c'est énorme, mais la plupart, les plus importants. Donc, ça veut dire la religion prend une place très, très importante et centrale dans notre famille. Et en parallèle, on prenait aussi l'ancienne poésie arabe, qui était écrite avant l'islam, parce qu'il fait partie de la langue arabe. Parce que tu vois, la langue arabe, c'est la langue de la poésie. Et la langue fait partie aussi de l'identité, de l'appartenance et de la religion. Donc tout est lié. Donc j'ai grandi dans cette ambiance jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, mes parents, ils ont se mariés, tous les deux, à nouveau. Et on est allé avec mon frère, et il y avait aussi un autre frère, en Arabie Saoudite. Mhm. En Arabie Saoudite, parce qu'ils ont trouvé un contrat de travail en tant que dentiste, eh bien, on est resté 3 ans et demi là-bas. 3 ans et demi dans une ambiance vraiment grave. L'Arabie Saoudite, c'était pas celui d'aujourd'hui. C'était un pays très raciste, fermé d'esprit, radical. Il y a eu beaucoup d'agressions, surtout contre les migrants, les étrangers. Il y a le système d'ailleurs de kafala. Le système de kafala, ça veut dire le garant. C'est-à-dire n'importe quelle personne travaille en Arabie Saoudite, il est obligé d'avoir un garant. Ce garant a le droit de garder son passeport, de l'interdire de voyager, d'acheter, de louer, de bouger. Voilà. Ça ressemble à un système un peu d'esclavage. En Arabie Saoudite, j'ai fait le grand pèlerinage, Al-Hajj, c'est-à-dire à la Mecque. J'ai fait deux petits pèlerinages, c'est-à-dire on est allé 3 fois à la Mecque avec mon grand frère et mon père. Et là-bas, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la religion. Et c'est là-bas où je suis devenu apostat. C'est ce qui est, pour être
peu marrant de la part dans la religion. Moi, je dis toujours que c'est grâce au Dieu que je suis devenu athée, ou grâce au Coran que je suis devenu athée. Parce que plus tard, en fait, j'ai tellement réfléchi pendant les vacances en Arabie Saoudite, je me suis questionné sur la violence qui m'entourait et tout, vu que la religion qui domine, pourquoi on ne vit pas dans la paix? C'est une question d'un débutant, une question d'un adolescent. Bien sûr, après, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai réussi à accéder à l'Internet grâce au web, tu vois, j'avais aussi des discussions avec beaucoup de personnes. Petit à petit, j'en suis sorti de la religion. Tu racontes dans ton livre que quand tu étais enfant, quand on parlait des Juifs, c'était d'une certaine manière. Est-ce que tu peux me raconter le rapport à la communauté juive ou même au mot juif quand tu étais jeune? Tu sais, l'antisémitisme au Moyen-Orient, il est vraiment, ça date des siècles, avec des hauts et des bas. Avec l'augmentation de projets des frères musulmans, surtout, là d'ailleurs quand je parle de la Syrie, je parle de tous des pays alentours parce que c'est pareil. Les frères musulmans sont nés en Égypte dans les années 20, plus précisément en 1920. Le projet essentiel de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, c'est de refaire ou de recréer le calife ottoman. Et il considérait toujours les Juifs et le projet sioniste comme le premier menaçant. À l'époque, c'était bien sûr avant la naissance de l'État israélien. Et malgré ceci, Hassan al-Banna, il envoyait des djihadistes dans les villes, dans des villes à moyen comme alentour de Jérusalem, comme Haïfa, comme Akka, etc., pour faire des batailles, le djihad contre les Juifs. Moi, je pense que c'est ce qui a nourri déjà l'idée. L'idée de l'existence d'une menace atroce qui s'appelle les Juifs. Bien sûr, après, ça a duré avec la naissance d'Israël. Nous, on a grandi dans ce monde. Ce monde qui, d'ailleurs, c'est bas, en fait, on distingue pas souvent, malheureusement. On distingue pas un juif d'un israélien. Parce qu'en Israël, on a environ 21% de la population non juive. Et pour beaucoup d'habitants au Moyen-Orient, le mot juif, ça veut dire l'uma, tout simplement. C'est l'être qu'on doit s'en débarrasser, l'être qu'on doit même tuer. Et cela vient essentiellement d'un discours islamiste. Tu sais qu'il y a une information qu'on n'en parle pas vraiment. Avant la naissance de l'État d'Israël, on avait 800 000 juifs. 800 000 juifs. Pas seulement en Syrie, de la Syrie jusqu'au Maghreb, pays de Maghreb. Et aujourd'hui, on a combien? C'est dans le livre, je crois que c'est 20 000. À peu près. Ouais. Donc, il y avait ce diaspora énorme. On a chassé tous les juifs, on a chassé cette richesse des gens qui vivaient. C'était leur pays, l'Irak, la Syrie, le Liban, même en Tunisie, au Maghreb, etc. Eh bien, après, plus tard, moi, je parle là des générations des années 90, où je suis né, Syrie. À l'époque, le mot juif, ça veut dire si tu veux, par exemple, te défendre en disant que moi, c'est pas si atroce, c'est pas si chiant, c'est pas si nul, c'est pas si juif quand même, tu vois. Et moi, c'était horrible quand même d'entendre ça. J'étais petit, je savais même pas ce que ça veut dire juif. Je pensais seulement que c'était une insulte, tu vois. Plus tard, une fois que j'ai ouvert les yeux vers autre chose, j'ai vu d'autres mondes, et surtout arrivant en France. La première fois, j'ai vu une juive, pour moi, c'était bizarre, tu vois. Et grâce justement à cette diversité française qui nous permet de discuter avec des juifs, avec des juifs, avec des chrétiens, des sionistes, des sionistes, etc., j'ai vu quand même à quel point au Moyen-Orient on en a besoin beaucoup de travail pour sortir, tu vois, de cette atrocité. Tu racontais une anecdote avec ta grand-mère et ton nom de famille par rapport aux Juifs. Est-ce que tu peux raconter? Tu sais, on n'a jamais, je sais toujours pas si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire, il y a comme une théorie, une idée dans notre commune aux côtés de Damas qui dit que la famille de Sulayman sont d'origine juive. Et chaque fois quand ma mère se disputait avec mon père, quand j'étais petit, parce que je grandissais dans leur maison, lui disait tu es déjà juif, pour Sulayman vous êtes déjà juif, donc tout ce que vous faites du mal, ça n'est pas étonnant. Plus tard, ça résonnait dans mon esprit. Une fois grandi, des années plus tard, je posais une question à mon oncle en lui disant mais pourquoi mamie disait qu'à mon papy que on est juif, etc. C'est quoi?
il a dit, il m'a expliqué que Suleiman, un de nos arrière-grands-parents, de côté paternel, il travaillait à Damas, puis il s'est réfugié là, s'est déplacé, il était commerçant à Damas, puis s'est réfugié dans notre ville paternelle, actuellement, s'appelle Kotaïfa, c'est à côté de Damas, dans le gouvernement de Damas, et puis il s'est converti à l'islam. Alors, cette idée, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais ce l'a vraiment réveillé dans mon esprit, c'était un événement qui m'est arrivé à Paris en 2015, suite à l'attentat de Charlie Hebdo, où il y avait un racaille, un pickpocket, qui était en train de voler notre voyageur dans le métro. Moi, je l'ai regardé d'une manière un peu stricte quand même. Quelques minutes plus tard, une fois l'autre voyageur est descendu, il s'est rapproché de moi, il a essayé de me harceler, je ne répondais pas. Finalement, il voulait il a commencé à m'étouffer, il voulait vraiment me tuer, parce qu'il a pensé que j'ai fait ceci parce que j'étais juif, tu vois. Et finalement, on s'est bagarré, et là, elle a fini par sortir un couteau et voulait me tuer, parce que juif. Et alors, tout le récit, il a abordé que vous êtes les juifs, vous êtes les musulmans, les insultes extrêmement vulgaires, bien sûr. Et c'était après l'attentat de Charlie Hebdo, dans une période où l'antisémitisme a tellement monté à l'époque en France, quand on faisait les croisades de nazis, chez les cimetières juifs, etc., quand il y avait pas mal de chrétiens contre les juifs. Et moi, je lui ai dit, après, j'ai discuté avec d'autres voyageurs, et moi, je suis pas juif, tu vois, mais aujourd'hui, je suis juif. Et je lui dis toujours, si un juif est touché en France, je suis juif. Ça, c'est ce que tu racontes aussi dans le livre. C'est quelques temps après ton arrivée à Paris, ou en tout cas, voilà, au moment des attentats de Charlie Hebdo. Il y a aussi un passage très fort dans ton livre, c'est que tu dis, quand j'étais petit dans mon entourage, Hitler était considéré comme un homme courageux, fort, strict, travaillant pour sa nation, et surtout n'aimant pas les juifs. En tout cas, plein, d'une éducation culturelle antisémite. Et quand tu arrives en France, tu es confronté à un antisémitisme, toi, finalement mêlé à une sorte de racisme, puisque cette personne dans le métro, pendant cette agression, te confond avec un juif parce que peut-être un look sémite, on va dire, ou oriental, ou voilà. Donc c'est un mélange en fait d'antisémitisme, de racisme, tout finalement se mélange. À la suite de cet événement, de cette agression, qu'est-ce que j'imagine que tu t'es mis à être plus attentif au racisme, à l'antisémitisme. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a donné un déclic sur la complicité effectivement entre une forme d'islamisme et une forme d'extrême gauche? Alors, j'ai senti la détermination. C'est-à-dire, pour moi, il n'est pas question que les islamistes qui ont détruit mon pays d'origine font la même chose avec ce pays qui s'appelle la France qui m'a adopté et que j'ai adopté. Et donc, pour moi, c'était toujours l'idée de me battre jusqu'au dernier souffle de ma vie avant de leur laisser passer. Et quand je parle de l'antisémitisme, je parle aussi de l'islamisme. Les deux sujets sont très liés. Alors, on a effectivement des gens non islamistes et antisémites, ça existe. Mais ces derniers temps, ils étaient souvent associés, parce que vu que l'antisémitisme fait partie essentielle du discours islamiste, et vu que la complicité toxique entre la France insoumise ou la gauche radicale et les islamistes est aussi basée d'une manière ou d'une autre sur l'antisémitisme, direct ou indirect, moi je pense que les deux sujets sont très liés. Et pourquoi je dis que c'est basé sur l'antisémitisme? Parce qu'aujourd'hui, il y a un antisémitisme, c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre entier dans le livre sur ce sujet, sur le nouveau antisémite ou l'antisémitisme caché, dis donc. Par exemple, quand on appelle à détruire un pays qui s'appelle Israël, dont 75% d'habitants sont juifs, pour moi, c'est de pur antisémitisme. Et cette idée qui était relayée sans cesse dans toutes les manifestations où je suis allé, il y avait des slogans comme « Min al-Mayya al-Mayya Falastin Arabia », ça veut dire en arabe, ça veut dire de l'eau à l'eau, la Palestine est arabe. Ça veut dire il n'y a pas ce que l'on appelle les juifs, tu vois. Il n'y a pas ce que l'on appelle Israël. Appeler à rayer Israël de la carte, c'est de l'antisémitisme. Quand dans ces manifestations, un militant appelant Rami Shas, c'est un islamiste il est palestinien, a vécu en Égypte pendant des années, où il était emprisonné, accusé de faire de l'apologie du terrorisme. Finalement, il finit ici en France.
Dans les manifestations, il y avait le 8 septembre 2024, il a même prononcé le mot juif en arabe. Son traducteur, Omar Assoumi, qui est le directeur d'Urgence Palestine, une association islamiste palestinienne, n'a pas traduit juif, il a traduit israélien. Tu vois. Mais moi, je comprends les deux langues, donc je vois leur antisémitisme. Donc arrêtez de se moquer de nous. Vous êtes antisémites. Tu vois. Quand le même type, Rami Shaath, dans une manifestation le 27 septembre 2024, il a dit, place de la République, il a dit que le seul porte-parole légitime des Palestiniens sont ceux qui cachent dans les tunnels de Gaza aujourd'hui. Autrement dit, c'est le Hamas. Donc ça, c'est de l'antisémitisme. Quand un autre type comme Salah Hamouri salue, Salah Hamouri, c'est un membre de FPLP. FPLP, c'est Front Populaire de la Libération de Palestine, considéré comme terroriste en Europe d'ailleurs. Quand il dit dans une émission, d'ailleurs, Salah Hamouri, c'est un ami très proche, c'est pas juste un ami, hein, parce que là, certains disent, oui, bah, ils sont amis, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent ensemble. Non, ils travaillent ensemble. Salah Hamouri, qu'il a essayé de tuer le rabbin d'Israël, qu'il était emprisonné en Israël, finalement, il était expulsé en France. Tu sais de la part de qui il était acquis par Mathilde Panot et d'autres députés, qui est chef de la France Insoumise aujourd'hui, qu'il l'a invité plus tard à l'Assemblée nationale. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez, enfin, vous voulez la France Insoumise? Et donc, Salah Hamouri a salué plusieurs fois le massacre du Hamas sur une radio. Omar Assoumi aussi l'a salué plusieurs fois dans ses manifestations, organisées ou non de la part de la France Insoumise, ou même quand ce n'est pas organisé, il se manifeste là-dedans. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense que l'antisémitisme est tellement présent aujourd'hui en France, et on n'en a pas besoin, tu vois. Voyons juste les chiffres. C'est énorme comment ça a remonté depuis suite au massacre de 7 octobre. Et je pense que les actions de la France Insoumise, cette complicité, quand ils augmentent, quand ils jettent l'huile sur le feu, quand qu'ils augmentent l'intensité entre les musulmans, 5 millions de musulmans face à 500 juifs, c'est horrible de faire ça, tu vois. De s'adresser aux musulmans en tant que musulmans, en tant que victimes menacées, pour leur montre, pour les transférer aux gens extrêmement radicaux pour se venger contre une France ou contre les Juifs ou contre... Moi, je trouve que c'est atroce quand même. Ou ils envisagent de faire un affrontement social entre les Juifs et les musulmans en France. Et d'ailleurs, regarde à la suite de chaque attentat ou chaque agression islamique en France, il se trouve qu'il y a des musulmans qui étaient attaqués énormément. C'est pour ça que je pense que rien n'est pire pour les musulmans en France comme les islamistes. Et rien n'est pire pour les juifs en France comme les islamistes. Là, aujourd'hui, on est à la mi-octobre. Le peu d'otages israéliens vivants ont été rendus à Israël. Ils ont été libérés. La guerre est, entre guillemets, finie. Quelle est ton analyse des réactions, ou plutôt des non-réactions de la part de l'extrême gauche sur ce cessez-le-feu, le rendu des otages, sur la fin, entre guillemets, de cette séquence? C'est quoi ta lecture de ce moment-là? Alors, le lendemain d'abord par rapport au Hamas, parce qu'on pense que cette guerre a détruit le Hamas, etc. Malheureusement, pas du tout. Je pense que le Hamas est tapis sous la paix aujourd'hui. Il est déjà sur la scène, hein, tu as vu, suite à l'accord Trump, ils se baladaient avec leur kalash dans les rues de Gaza. Ils ont exécuté plusieurs personnes en pleine rue de Gaza. Je ne sais pas, est-ce que la France Insoumise a condamné ça d'ailleurs ou pas? Ah bah, pas du tout, pas à ma connaissance. Donc c'est déjà un signe horrible. Tu sais, quand on tue des gens en pleine rue comme ça, et on les filme et on le voit dans le média entier. Ça, c'est vraiment le comportement de Daesh. C'est basé sur le terrorisme, mais vraiment le terrorisme qui était nommé dans un verset coranique. Quand je dis dans un verset coranique, c'est pas pour attaquer les musulmans, ni pour attaquer l'islam comme une religion individuelle. Mais il y a un verset coranique qui était tellement utilisé par ces islamistes qui dit « Préparez-vous pour terroriser » le sens, vos ennemis, je le cite en arabe, pardon. Et quand préparez-vous, ça fait partie du drapeau des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est l'origine de Hamas, c'est l'origine des islamistes dans le monde entier. Donc le Hamas, il est prêt à se préparer pendant des années et des années pour refaire encore un attentat beaucoup plus atroce de celui-ci. Parce que la vengeance fait partie essentielle de leur idéologie.
C'est comme ça qu'ils ont préparé le 7 octobre. Rappelons le Taliban. Le Taliban a disparu en 2001, après, juste, même à la veille de l'attaque américaine, à la suite en septembre, de l'attentat en septembre. Et quand ils sont revenus, tout le monde entier a pensé qu'ils sont disparus. 20 ans plus tard, du jour au lendemain, on les trouvait au pouvoir. Et c'est comme ça que les islamistes se préparent. Alors, quand les filles, moi je pense qu'aujourd'hui, ils sont au chômage. Simplement. Je pense qu'ils sont au chômage parce qu'il n'y a plus d'outils, tu vois, qui renforcent leur lien avec les islamistes. Il n'y a plus de cette manipulation. Mais ça va revenir malheureusement. Parce que la guerre n'a pas encore fini. Il y a encore des affrontements entre les Israéliens et le Hamas dans la bande de Gaza. Mais cette intensité, de laquelle ils profitaient à fond, n'existe plus. Et je pense que maintenant, ça nous permet à ouvrir encore ce qui était caché là. Parce que tu sais qu'au moment de calme, un peu, au moment quand on jette les armes, au moment quand le conflit s'arrête, là on commence à penser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de Français et aussi des gens au Moyen-Orient qui vont repenser, qui vont réanalyser tout ce que s'est passé pendant ces 2 années horribles qu'on a tous vécues. Et je pense que la France insoumise doit être condamnée pour tout ce qu'elle a fait. Il y a d'ailleurs en ce moment un procès pour antisémitisme justement avec l'avocat Richard Malka et le penseur Raphaël Enthoven. Donc c'est maintenant, on va voir quelles seront les condamnations. Mais tu parles d'un moment assez charnière dans le livre. Tu parles du moment où Lionel Jospin, pendant la deuxième intifada, a du mal à qualifier la montée de l'antisémitisme parce que il est choqué, ou en tout cas il n'arrive pas à mettre de mots sur le fait que les personnes qui attaquent les juifs puissent ressentir du racisme puisqu'elles ont vécu du racisme. Est-ce que tu penses c'est ce moment de bascule-là qui a créé un peu cette scission dans la gauche avec un groupe qui a nourri son antisémitisme et l'autre qui est resté dans une droiture plus universaliste? Justement, moi je pense que le sujet date pas d'hier, ça date des années, mais il a tellement augmenté ces dernières avec le 7 octobre. C'est-à-dire utiliser les musulmans comme une carte pour des raisons clientélistes, tout simplement, de la part de la gauche radicale, fait partie essentielle justement de l'idéologie mélenchoniste. Parce que Mélenchon, il vient de trotskisme. J'espère que je prononce bien le mot. Trotskisme. Le trotskisme croit toujours à l'affrontement social. Peu importe. D'ailleurs, moi, je suis persuadé, après tous ces mois d'enquête sur la France insoumise et les islamistes, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas aveugles. Ils ne le font pas d'ailleurs d'une manière juste un peu innocente. Non, c'est pas du tout. En fait, quand, par exemple, ils enforcent, quand on voit leur vulgarité, leur agression, leur discours extrêmement radical, voire non, on n'a rien à voir avec la politique qu'on connaît, ils veulent ça. Ils veulent augmenter, ils veulent mettre le conflit dans la société française. Donc, une fois qu'il y a un affrontement, ils pensent qu'ils gagnent, ils gèrent encore plus, ils dirigent encore plus, parce qu'il y a la peur. Où il y a la peur, il y a la France insoumise. Tu vois. Donc, faire ce conflit communautaire entre les musulmans et les juifs, par exemple, c'est leur faire énormément de plaisir. Tu as vu, après l'attentat, le crime horrible contre Boubacar, le pauvre musulman. Boubacar Cissé, qui s'est fait assassiner dans une mosquée. Ouais. Exactement, qui s'est assassiné dans une mosquée. D'ailleurs, son assassinat, son tueur, n'était pas français, il était serbe, tu vois. Mais eux, ils sont tous dans la rue, ils ont utilisé ce sujet pour accuser la France tout en entier d'un État islamophobe. D'ailleurs, je trouve que c'est un discours horrible de dire que la France est un État islamophobe. Parce qu'en France, les musulmans ne sont pas des musulmans. Il ne faut pas leur parler en tant que musulmans. Ils sont des citoyens français, avant tout. Et ils refusent ce discours. D'ailleurs, ce discours qui est opposant aux principes de gauche. Parce qu'ils ne veulent pas que les musulmans soient des citoyens comme tout le monde. Ils veulent qu'ils soient une communauté à utiliser, une communauté à l'écart. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux comme discours. Et ils voient même les migrants. Par exemple, moi, c'est pour ça ils avaient cette colère contre moi, parce que pour eux, je ne devrais pas parler, je ne dois pas parler. Moi, je dois rester le petit migrant, dit arabe ou étranger, qui crache sur la France, qui déteste la France,
qui doit rester malheureux, tu vois. Et c'est une fois que je sors de ce courant, une fois que je lève la tête, une fois que je suis pas d'accord avec eux, tout de suite je suis accusé d'être l'arabe de service, le chalgoumi syrien, récupéré par l'extrême droite. Et moi, je considère ceci de pur racisme quand même. Donc tu es d'accord avec le fait que la France insoumise instrumentalise la cause palestinienne à des fins clientélistes? Évidemment, parce que regarde Mélenchon, par exemple, il y a juste quelques années, s'en fichait complètement de la Palestine. J'ai interviewé dans le livre un ancien conseiller de Mélenchon, qui le connaissait depuis depuis vraiment des années et des années. Ils travaillaient ensemble. Et lui, il m'a dit qu'il a organisé plusieurs manifestations pour la Palestine. Mélenchon n'avait aucun intérêt. Et ce Mélenchon lui-même a dit il y a juste quelques années que l'islamophobie n'existe pas en France. Il y a quelques années, Mélenchon a condamné le voile, surtout de la part d'une politicienne française, etc. Donc c'est le même Mélenchon qui répète sans cesse aujourd'hui, lui et ses députés, qu'il y a une islamophobie en France, et qui répète sans cesse comme quoi il n'y a plus un sujet qui s'appelle la France, il y a quoi de la Palestine et Gaza jour et nuit, le génocide jour et nuit. D'ailleurs, pour répondre vraiment précisément à ta question, avant les élections parlementaires l'année dernière, j'ai fait comme un calcul de tout ce qu'ils ont dit, combien de fois ils ont répété le mot génocide sur les réseaux sociaux ou ailleurs, combien de fois ils ont déclaré sur des chaînes islamistes pro-frères musulmans et pro-Hamas, comme Al Jazeera, comme Al Mayadeen, ou combien de fois elles étaient encouragées par ces chaînes en arabe. D'ailleurs, j'ai tout traduit en français en profitant de ma connaissance de la langue arabe. C'était horrible. Les fois, jour et nuit, génocide, afin que les musulmans votent. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que les musulmans votent pour la France. Ils veulent que les musulmans en France votent pour Gaza. Et une fois les élections étaient réalisées, silence radio, ne parle plus de génocide. Moi, je trouve que c'est atroce quand même. C'est justement, ils instrumentalisent le sujet de la Palestine pour des raisons électorales. Pour rentrer dans le sujet de la France insoumise, de mèche avec des mouvements islamistes, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Urgence Palestine et en quoi cette organisation est problématique? En fait, Urgence Palestine a été créée juste après l'attentat de 7 octobre pour défendre la Palestine. Je crois qu'elle a été créée le lendemain, le 8 octobre 2023. Pile poil, voilà, le 8 octobre. Elle a été créée par Omar Al-Soumi. Omar Al-Soumi, il était d'ailleurs repéré par... c'était un ancien militant pour la Palestine, c'est pas nouveau. Et il a déclaré plusieurs fois des chaînes arabes. J'ai traduit ces déclarations dans le livre. Eh bien, Omar Al-Soumi, il est accusé d'être antisémite parce qu'il a agressé des femmes le mois de mars 2024, marchant pour une raison juive. Ouais. Bah, j'étais avec elle, c'était donc le cortège Nous Vivrons. Exactement, et il y a une vidéo qui montre très bien Omar Al-Soumi jette des bouteilles. Qui jette un tesson de bouteilles sur un cortège de femmes, pour la plupart âgées, d'autres étaient des enfants, etc. Voilà. Donc Omar Al-Soumi créé Urgence Palestine, qui était vraiment la plus active en France depuis le 8 octobre, c'est-à-dire il se manifestait quasiment toutes les semaines, tous les samedis. Et j'allais dans beaucoup de manifestations de leur part. Les présents, ils étaient... Alors Omar Al-Soumi, il y avait une autre association qui le soutenait énormément, qui s'appelle Perspective musulmane. Perspective musulmane, les personnes les plus vraiment actives chez eux, on a Ahmed Ibrahim. Ahmed Ibrahim, il parle beaucoup aussi, il répète les slogans chez Urgence Palestine. C'est un ami très proche de Omar Al-Soumi et du garde-corps de Rima Hassan. Et d'un autre imam aussi, mais cet imam n'était pas vraiment présent, je veux dire, dans toutes les manifestations. Donc, Perspective musulmane, c'est intéressant de le citer parce que se trouve qu'il y a Ahmed Ibrahim qui a déclaré une fois que la Palestine, c'est une terre d'islam. Il y a Ahmed Ibrahim qui a déclaré que la Palestine, c'est une terre d'islam. Il y a Maria de Cartena qui a dit, qu'elle a déclaré une fois que la guerre contre le terrorisme, en réalité, c'est une guerre contre l'islam ou les musulmans. Donc, il y a toutes ces déclarations islamiques extrêmement radicales, séparatistes de la France. Ces gens détestent la France. Donc, on a Urgence Palestine, c'est vraiment la tête des mouvements pour la Palestine à Paris. On a Perspective musulmane qui, je peux la considérer comme le bras droit
d'urgence Palestine. Et Ahmad Ibrahim et Omar Al-Soumi sont potes quand même, tu vois. Ils se manifestent ensemble, ils organisent les manifestations ensemble. Après, j'ai d'autres noms et prénoms que je n'ai pas dans l'esprit pour l'instant, mais ils sont tous dans le livre. Tu dis aussi que le 8 mars 2024, donc on l'a vu effectivement jeter un tesson de bouteille sur un cortège de femmes juives. Et dans un autre moment de la manif, il dit, il fait un hommage à Nasrallah en fait en lui disant Nasrallah, on arrive. Ou encore, est-ce qu'on est d'accord pour continuer ce déluge d'Al-Aqsa qui partout à travers le monde inonde les rues, inonde les âmes, inonde les consciences, ce déluge qui déborde, qui amène l'eau de la vie et qui fait pousser les graines de la résistance et de la libération. À côté, il y a des députés de la France Insoumise tels que Clémence Guettet et Mathilde Panot. Comment on peut comprendre ou tenter de comprendre ou d'expliquer que des députés de la France Insoumise puissent être témoins de ce genre de propos? On rappelle que le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom que les terroristes du Hamas ont donné au 7 octobre, au pogrom du 7 octobre. Comment on peut comprendre effectivement cette connivence entre les deux et le fait que des députés français de la nation puissent être témoins de propos comme celui-ci? Je pense qu'ils savent, la France Insoumise. Ce qu'on disait tout à l'heure, genre sur l'affrontement, parce que ça, ils adorent. Tu vois, par exemple, quand Sophie Chikirou, si je ne me trompe pas, dit, comme ça, elle jette un mot, que le régime chinois, c'est pas une dictature. Et là, il y a c'est pas un débat, ça a déclenché. Et pourtant, c'était de dingue en France. Mais comment une députée française dit ça? Le régime chinois, c'est pas une dictature, non, mais ça va pas. Mais il le fait exprès. Et les filles, ils le font exprès. Tu vois, ils veulent que le chaos soit monté en France, tu vois. Parce qu'ils sont pas dupes. Ils ont fait leur étude. Ils ont leur expérience. Et Mélenchon a tellement voyagé, il connaît le monde, tu vois. Il n'est pas si stupide pour ne pas comprendre. C'est pour ça, moi, je trouve, c'est tellement dangereux quand on dit, oui, ils sont innocents, ou ils le font pas exprès, etc. Non, ils savent tout, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de cet influenceur politique qui s'appelle Elias Imzalem? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit dans une manifestation? Et ensuite, il a été effectivement au tribunal, condamné. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était le 8 octobre 2024. J'étais dans leur manifestation, une manifestation pour la Palestine, la place de la Nation. Et j'ai vu Elias Imzalem est arrivé accompagné de Rima Hassan. Rima Hassan n'est pas monté aux tribunes ce jour-ci, mais je me suis rapproché lorsque le tour d'Elias Imzalem a parlé vraiment à la fin. Il pleuvait d'ailleurs. Il a parlé à la fin. Il a appelé à faire l'intifada à Paris et dans la banlieue parisienne. Et il a aussi salué. Il a dit que le Jérusalem sera comme le centre de la liberté où on va faire la prière, etc. à l'avenir. Et il a salué ceux qui renversent les Merkava à Gaza aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a salué le Hamas. Et cette déclaration, surtout, tu sais ce qui a été le plus grave pour moi, c'est que j'étais entouré de jeunes. Des jeunes se voient qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et ils répétaient, oui, ils l'ont encouragé, etc. Il y avait des médecins, il y avait des jeunes qui n'ont rien à voir, tu vois. Ils sont manipulés. D'ailleurs, là, je profite pour dire que moi, je n'accuse pas tous les militants. Je sais qu'il y a des militants qui viennent ici, pardon, pas les militants, des manifestants, pardon. Je sais qu'il y a des manifestants, qu'il y a des jeunes ou des gens tout court, ils viennent ici avec de bonne foi pour défendre les civils. Ils n'ont rien à voir avec ce discours. Et donc, lui, une fois qu'il a prononcé le mot antifada, moi, j'étais fou de rage quand même. C'est pas possible de parler de ça comme ça en France. Donc, de retour à la maison, j'ai tout de suite posté la vidéo sur X. Il a fait beaucoup de polémiques. Le lendemain, je parlais de sujet sur le plateau de BFM TV. Et je suis allé, en fait, parce qu'en général, j'évite de faire une polémique sur un plateau télé, parce que c'est un plateau télé, parce que parfois, c'est pas très utile. Hein. Mais je suis allé parce que c'était insupportable pour moi. Un jour après, il y avait une association qui s'appelle Léa, une excellente association, un groupe d'avocats qui défendent la laïcité. Ils ont porté plainte, selon de ma vidéo. Un jour ou 2 jours plus tard, la police m'a appelé. Je suis allé au tribunal de Porto Clichy. Ils m'ont demandé de témoigner, vu que j'en ai parlé, et de leur filer toutes les vidéos. Ce que j'ai fait, parce qu'on est engagé, tu vois. Ils me demandent de filer les vidéos, je file les vidéos, je donne toutes les informations, etc.
Eh bien, le 23 octobre suivant, il y avait le procès d'Emzalen. Alors là, je suis allé. Et j'ai fait peut-être une erreur. C'est que je suis allé avec mon propre visage. J'étais pas... Parce que tu sais, d'ailleurs, là, il faut préciser que dans toutes ces manifestations, j'étais grimé. Pour ne pas être reconnu en tant que moi. Euh, et d'ailleurs, ça m'a aussi choqué de me grimer en France, tu vois. Je n'ai jamais pensé qu'un jour ça m'arrivera. Parce qu'en Syrie, on était toujours, on mettait un châle, on mettait quelque chose pour ne pas être vu de la part des caméras de surveillance, pour ne pas être arrêté. Donc refaire ça en France, je trouve que c'était place de la République en plus. Donc là, au tribunal, la juge a cité mon témoignage avec mon vrai nom et prénom. Ça, je ne savais pas que ça serait réalisé. Il a dit que c'était moi qui ai filmé la vidéo. Je ne savais pas non plus. Moi, j'ai pensé que le procès aura uniquement entre leurs avocats, ils vont plaider, etc. Et au moment de la pause, les soutenants, d'ailleurs, dans la salle de l'audience, il y avait presque 80 personnes soutenant Demzalen. Là, je parle vraiment, vraiment des racailles islamiques. Ils viennent ici comme pour bagarrer. Hein. Ce n'est pas pour faire un débat. Et nous, il y avait comme moi, deux autres personnes soutiennent les avocats et les avocats. Là, pendant la buzz, ils m'ont cherché, ils ont vu que c'était moi que le nom était cité. Et là, j'ai reçu beaucoup d'insultes, d'agressions, des menaces dans le tribunal. C'était horrible. On est rentré dans la salle et l'audience est finie avant 2 heures, tu vois. Et j'attendais tout le temps des menaces, des insultes. On t'attend dehors, tu verras ce qui va t'arriver, etc. À la fin, la police m'a exfiltré. Je suis sorti avec 4 policiers pour ne pas être agressé dans la rue. Et tu sais, à ce moment-là, je sentais c'est pas la peur, parce qu'on s'en fiche. Bachar al-Assad ne se fait pas peur enfin, c'est gens nuls quand même. Mais je sentais de la solitude. La solitude, c'est un sentiment très dur. Et je le sens toujours, cette solitude. Toi, tu ressentais de la solitude. Bien sûr. Parce que tu vois, quand on appartient à la France universaliste aujourd'hui, ce n'est pas facile. Quand on n'appartient pas à une communauté d'extrême gauche ou d'extrême droite. Quand on n'est pas... surtout quand on est déjà seul. Moi, j'ai pas de famille ici, tu vois. On sent cette solitude qui nous... C'est-à-dire, pourquoi on est seul? Parce qu'on est traité comme des traîtres de la part de toutes les communautés, disons. Par rapport à beaucoup d'Arabes, on est déjà les traîtres de notre propre origine. Par une bonne partie de la gauche, on fait les services pour l'extrême droite. L'extrême droite nous dit rentre chez toi, tu vois. Donc la solitude. Donc j'étais envahi ou attaqué par la solitude. Et comment on répond personnellement à la solitude? Par mon travail. C'est la seule chose qui m'aide, ça veut dire mon travail, ça veut dire mon écriture. Donc suite à ça, ça m'a tellement encouragé pour continuer à écrire cette enquête et d'aller encore plus loin. Et je suis revenu. C'est-à-dire, après toutes ces menaces, le 12e, parce que la décision des juges, c'était prévu le 8 décembre. Je suis allé avec mon propre visage, sans être protégé. Je suis entré au tribunal et j'ai attendu, où la juge a décidé, où Demzalen était condamné en prison, mais avec sursis. Et je suis sorti et personne ne m'a touché, parce qu'elle n'osait pas. D'ailleurs, je cite dans le livre, ce qu'on n'en avait pas parlé en France, ce qu'il a déclaré à la chaîne Al Jazeera en arabe, après ce procès. C'était dingue. Il a dit qu'il s'en est sorti grâce à la protection de la gauche et des jeunes français. Et tu sais à quoi il a appelé Demzalen? Il a appelé à faire l'intifada. D'ailleurs, il y avait le plaidoire, c'était très très long. Hein. Est-ce que l'intifada c'est l'antisémitisme ou pas? Est-ce que ça veut dire c'est les racailles ou pas? Est-ce que c'est la résistance pacifique? Lui, il a justifié en tant qu'une résistance dans la démocratie, dans les élections françaises. Il se foutait vraiment de nos gueules. C'est n'importe quoi. La première fois où l'intifada a été utilisée au Moyen-Orient, c'était par le Hamas en 87. C'était le premier intifada. Et la deuxième intifada, c'était 87, était fini avec l'accord d'Oslo en 93. Le deuxième intifada, c'était à la suite, c'était l'année 2000 ou 2001, je ne me souviens plus, et il est fini en 2005 ou 2006, non, pardon, 2006, avec quand Hamas a pris le pouvoir à Gaza et quand le gouvernement israélien a quitté Gaza. Donc, aucune fois l'intifada était pacifique au Moyen. C'est faux, c'est ridicule. Et quand il a salué ceux qui renversent la Merkava, ça veut dire qu'il salue le Hamas. Il ne salue pas les enfants qui jettent les pierres contre les soldats israéliens. C'est ridicule. Bref, il y avait tout un plaidoyer que je cite dans le livre.
Pour parler de l'Al Jazeera, tu as dit une phrase dans le livre, tu dis aucun parti européen ne bénéficie de la visibilité qu'a LFI sur Al Jazeera. Comment ça se fait qu'ils ont tribune totalement ouverte sur cette chaîne, qui est la chaîne arabophone la plus écoutée, la plus vue du monde? Comment ça se fait que, surtout, c'est un parti français qui a le plus de visibilité sur cette chaîne? Parce que c'est le seul parti qui représente comme un parti qui déteste la France, tout simplement. Et Al Jazeera adore ça. Al Jazeera, tu vois, si tu suis aujourd'hui AJ+, moi je le suis pendant un an, tout ce qui est anti-France, ils adorent. C'est pour ça, en fait, ils soutiennent la France insoumise. Ils ont bossé d'ailleurs des centaines de vidéos depuis à la suite de 7 octobre pour soutenir le Hamas, soutenir la France insoumise, surtout Sébastien Delegui, qui a porté le drapeau à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Delegui a été soutenu par un islamique, un djihadiste, sur les réseaux sociaux. Sébastien Delegui l'a salué, le djihadiste, tu vois, que je cite dans le livre. Moi, j'explique tout simplement qu'aussi Al Jazeera a trouvé cet outil, c'est-à-dire a trouvé un sujet, a trouvé des personnes qui défendent la Palestine de Hamas, qui existe en Europe, dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée française, tu vois. La France qui est considérée pour Al Jazeera et les frères musulmans comme le pays islamophobe, comme le pays de colonisation, comme le pays vraiment du mal, le pays de l'impérialisme, etc. Ils ont toujours dans ce discours, tu vois. Ils détestent la France. Je trouve que, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, toutes les semaines, il y a un sujet qui attaque la France comme un pays arriéré, comme un pays sans démocratie, sans liberté d'expression, un pays corrompu, un pays nul, etc. Enfin, et la France insoumise représente ça. C'est très simple, tu vois. C'est-à-dire, tout ce qu'Al Jazeera aime, ça existe chez la France insoumise, qui déteste la France. Rima Hassan, pour parler d'elle 2 minutes, elle est française. Il y a peu d'équivalent à son personnage en Europe. Il n'y a pas de Rima Hassan en Espagne, en Grèce, Heureusement. etc. Mais comment ça se fait que c'est un phénomène français? Comment ça se fait qu'en France, c'est possible et pas dans les autres pays d'Europe? Donc oui, moi je pense qu'il y a une Rima Hassan en France et n'est pas en Europe pour plusieurs raisons. Premièrement, en France, on a la plus grande communauté musulmane. On a 5 millions. C'est vraiment la plus grande communauté musulmane partout en Europe. Et deuxièmement, que la France, c'est un pays très actif sur le sujet. Tu vois, le sujet de la Palestine, le sujet d'Israël. Et sur la scène internationale, la France est très, très active. Ce n'est pas le cas des autres pays européens. Et deuxièmement, le lien entre la France et le Moyen-Orient. Par exemple, la France était présente en Syrie dans les années 20, de 1922 jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à 1947. Voilà. Au Liban aussi. Tu vois. Donc il y a un lien fort entre le Moyen-Orient et la France. Et en France aussi, on a la plus grande communauté juive. Et vu que la France est tellement ciblée par les frères musulmans, pour toutes ces raisons, parce que c'est la communauté la plus nombreuse, musulmane la plus nombreuse d'Europe, je pense, pour toutes ces raisons, il existe une personne qui s'appelle Rima Hassan, qui l'a déclaré sur Al Jazeera, début 2024, qu'elle était, parce qu'elle est rentrée en Syrie à cette période-là, pendant que la Syrie soit dirigée par les milices de Bachar al-Assad, elle est allée en Irak, à son propre quartier. Elle a déclaré à Al Jazeera qu'elle se sentait et qu'elle a quitté la France parce qu'elle était menacée de mort. Et elle se sentait en sécurité en Syrie chez Assad. En Irak, elle était à l'époque sous le contrôle d'une milice du régime d'Assad et iranienne aussi. Tu vois. Moi, elle m'a tellement choqué cette phrase. Le 8 décembre 2024, c'est la chute de Bachar el-Assad. Comment tu réagis aux différentes réactions, ou non-réactions encore une fois, de la France insoumise? Regarde, personnellement d'abord, c'était un moment incroyable, un moment qui a changé toute ma vie. Parce que nous, on a grandi dans une série qui s'appelle la série d'Assad. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour qu'elle tomberait vraiment. C'était attendu, parce qu'aucun dictateur vit pour toujours, mais j'avais l'impression d'être en train de se débarrasser d'un très long cauchemar. Tu vois. Et juste peu de temps après, j'ai réservé un avion, je suis rentré, où j'ai vu ma famille pour la première fois après 13 ans d'absence. Mais pour Rima Hassan, par exemple, ce qu'il était horrible, ce qu'elle a déclaré.
Elle a dit que, OK, maintenant le régime de Bachar al-Assad est parti, c'est au peuple syrien de décider son avenir, etc. Non mais attends, mais toi tu es né en Syrie, tu es syrienne, de quoi tu parles? Elle parle à la troisième personne, elle s'en fiche. Mais c'est quoi cette connerie? Le tweet exact, c'était « La chute du régime d'Assad marque une nouvelle page pour le peuple syrien dont la révolution a été confisquée par les puissances régionales et occidentales. Cet avenir politique, aussi incertain soit-il à l'heure actuelle, nous oblige après 14 années de dictature et d'impasse qui ont sacrifié la vie de millions de civils syriens. Il appartient désormais au peuple syrien et à lui seul de décider comme et par qui il souhaite être représenté. » Donc, il n'y a pas de condamnation directe, effectivement, de Assad, il n'y en a jamais eu. Et surtout, on n'a jamais eu de condamnation par rapport à en 2011 et en 2022. Pas moins de 3000 Palestiniens opposants au régime ont été arrêtés. Non, 300 Palestiniens opposants au régime ont été arrêtés et 98 originaires de Neyrab, donc la région de naissance de Rima Hassan. Toi, tu peux que ressentir du choc, je pense. Le double standard de Rima Hassan, parce que ça ne sert à rien pour elle de soutenir les Palestiniens de la Syrie. Ce n'est pas un sujet intéressant. Parce que pour elle, c'est pas, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les êtres humains. Ce n'est pas vraiment d'être solidaire avec les victimes. Ce qui l'intéresse, c'est un sujet politique qui sert seulement ses propres intérêts. C'est-à-dire représenter Israël comme le seul diable ou le plus grand diable du Moyen-Orient, c'est ça son projet. Mais les Palestiniens qui sont massacrés en Syrie ou ailleurs, ils s'en fichent complètement. C'est même Hafez al-Assad, il a massacré des Palestiniens au Liban et en Syrie. Il n'a jamais condamné ça. Même dans le livre, ce que j'ai découvert pendant mon enquête, c'est que Rima Hassan, c'est pas seulement qu'elle n'a pas condamné Assad, mais elle a soutenu Assad. Tu vois. Elle a soutenu Assad parce qu'elle pense que c'est le moins mal pour la Syrie. Moi, je trouve que c'est horrible. Bachar al-Assad a commis un génocide en Syrie. C'est ça le vrai génocide. Hafez al-Assad a tué plus que d'un demi-million en Syrie. Plus que 60% de la Syrie était détruite par son régime. C'est Mathilde Marchand, c'est une femme politique et ancienne amie de Rima Hassan. Elles étaient ensemble au collège de Niort. Elle confirme qu'en 2011, au début de la révolution syrienne, Rima Hassan croyait déjà que Bachar el-Assad était la meilleure solution pour la Syrie. Pour elle, il était le mal pour faire le bien. Après le lycée, toutes les deux ont été engagées chez les jeunes communistes pour une Palestine laïque. Ensuite, Mathilde a rejoint le parti de gauche dirigé par Mélenchon, puis LFI, avant de quitter définitivement. Comme tous les républicains, nous avons découvert que LFI avait perdu ses principes en serrant les mains des islamistes. Alors nous avons décidé de partir. Donc en fait, à l'époque, Rima Hassan n'avait aucun lien avec la France Insoumise jusqu'au 7 octobre 2023, où des membres du parti l'ont contacté. Effectivement. D'ailleurs, ça m'a tellement intéressé d'interviewer des gens de l'intérieur de la France Insoumise, comme cette excellente femme courageuse, Mathilde, qui connaissait Rima Hassan depuis le lycée. Elles étaient ensemble, tu vois. Même de collège, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'elle la connaissent depuis très longtemps. Et elle l'a contactée, selon de son témoignage, au moment de son déplacement en Jordanie, avant qu'elle rejoigne, avant que Rima Hassan rejoigne la France Insoumise, et elle l'a alerté. Elle lui a dit, mais attention, ces gens sont terribles. Il ne faut pas les rejoindre. Et Rima Hassan s'en fichait complètement. Elle souhaitait juste avoir n'importe quel projet politique, etc., pour parler de Palestine, mais elle voulait vraiment ses propres intérêts, tu vois, Rima Hassan. Donc, mais tu sais ce qui m'a tellement choqué dans son discours, dans le témoignage de Mathilde. D'ailleurs, on était tellement d'accord. Quand je suis rentré en Syrie le mois de janvier, c'est-à-dire un mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, c'était les moments où je me sentais tellement français. Je n'ai jamais senti en tant que Français comme quand j'étais en Syrie. Tu vois. Parce que c'est là où j'ai reconnu vraiment la France, ce pays qui m'a sauvé, qui m'a protégé, etc. Je me suis dit, mais c'est horrible, quand même, Rima Hassan n'a jamais ce sentiment. Que la France l'a reconstruit, la France l'a donné, c'est grâce à la France qu'elle est devenue députée, tu vois. Or, elle n'est pas députée pour la France, mais pour une Palestine qu'elle imagine. Quand, par exemple, elle a essayé de rentrer à Gaza, dans la flottille de Gaza, elle a parlé en arabe, d'ailleurs, elle parle mal l'arabe, hein. Elle a parlé à une Palestinienne vivant à Gaza. Elle lui a dit, moi, toute ma vie est consacrée pour la Palestine. Alors pourquoi tu es députée française, tu vois?
Alors pour elle, parce que la cause palestinienne, c'est une cause européenne, ce qu'elle a répété plusieurs fois. Moi, je trouve que c'est un discours ridicule, parce qu'elle le référencie d'ailleurs au colonialisme, à l'accord de Sykes-Picot, etc. C'est vraiment de la manipulation. Tu vois. Alors pourquoi aussi, enfin là, Mathilde, on était d'accord avec elle, quoi. Elle m'avait dit d'ailleurs que la France insoumise, c'est la raison pour laquelle elle a quitté ce parti, que c'est un parti horrible, d'agression, de manipulation, etc. Et c'était vraiment courageux de sa part. D'ailleurs, parce qu'elle aussi, elle est tellement agressée par eux. Et on était d'accord sur cette idée, comme quoi qu'on ne reconnaît pas le pays, donc on ne reconnaît pas notre propre pays qui s'appelle la France. T'as quoi à dire à ceux qui te taxent d'être d'extrême droite? Je suis de l'extrême droite, ça se voit, non? Grave. Si j'étais pas d'extrême droite, je n'allais pas participer dans une révolution où je risquais ma vie pour faire tomber un régime fasciste qui s'appelle Bachar al-Assad. Si j'étais d'extrême droite, je ne rejoins pas du tout le socialisme qui est vraiment alentour de ma vie. Si j'étais d'extrême droite, je n'appartiens pas à la laïcité, à l'universalisme. Si j'étais d'extrême droite, je ne serais pas avec toi maintenant, tu vois. en disant, en répétant, si j'étais d'extrême droite, tout simplement, je n'allais pas écrire ce livre. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, la pire des choses pour les musulmans en France, c'est les islamistes. C'est-à-dire, ce livre, c'est pas contre les musulmans, du tout. D'ailleurs, ça veut dire quoi être musulman en France? C'est de n'importe quoi quand on adresse les musulmans en tant que musulmans. On a en France les musulmans qui quittent pas la mosquée, le musulman qui connaît rien sur l'islam, le musulman qui considère l'islam en tant qu'une culture ou en tant qu'une identité, le musulman qui boit, le musulman... On a beaucoup de gens en France. D'ailleurs, si on va réunir tous les musulmans aujourd'hui en France, ils ont quoi à parler entre eux? Rien. On va parler de sujets qui n'ont rien à voir avec l'islam. Les musulmans, c'est pas un groupe solide qui, comme tu vois, secret, machin. Non, c'est ridicule de dire que. Non, mais moi, j'attaque jamais les musulmans. Ma mère est musulmane voilée. Ma mère est voilée, ma mère fait la prière 5 fois par jour. Donc, comment je peux être d'extrême droite? C'est pas possible. C'est ridicule quand même. Et tu as dit en off juste avant l'émission que en fait LFI t'a fait une pub terrible pour ton livre et qu'ils en ont tellement parlé, ils ont tellement fait de l'esbrouf autour que du coup ça a vendu plus que, enfin ça a bien vendu. Déjà t'es numéro 1 dans plein de catégories de livres, donc bravo pour ça. Et en plus ils t'ont fait une très belle pub en réalité. Tant pis pour eux, hein, tu vois. D'ailleurs là, vu que la justice a refusé de nous obliger de leur envoyer un exemplaire avant la parution du livre, là, ils doivent l'acheter. Donc, ça va m'aider aussi encore plus. Ils doivent l'acheter, ils doivent le lire. Et si, après avoir lire le livre tranquillement avec un thé à la menthe, parce que ça relaxe. Ça détend, ouais. Ce soir, elles sont très, très stressées ces jours-ci. On en parlera. Merci beaucoup Omar, c'était un plaisir d'avoir mené cette conversation avec toi. Je vous remonte la couverture du livre Les complices du mal, donc aux éditions Plomb. N'hésitez pas à l'acheter, c'est une enquête exceptionnelle où voilà, tu as été te grimer pour aller dans des manifestations, etc. Et franchement, c'était un plaisir de lire ce livre. Merci beaucoup Julia, ça fait un grand plaisir pour moi aussi. Tu reviens quand tu veux pour ton prochain livre, ta prochaine enquête ou ton prochain roman. Avec plaisir. Merci. Salut. Salut, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous.